Vous écoutez Pensée en couleurs, le podcast qui propose de remettre de l'esprit critique au quotidien pour sortir du mode noir ou blanc et explorer une palette colorée de nuances, pour reprendre le contrôle de vos pensées et actions et pour recréer des liens et du dialogue. Je suis Maya Ayal et je vous offre ici des outils. À vous de voir ceux qui vous parlent et de vous les approprier. Bienvenue dans Zoom, des épisodes où je fais le point sur un sujet en particulier qui me paraît essentiel pour pouvoir faire preuve d'esprit critique. Comme d'habitude, je vous offre en description des récaps et des outils. Bonne écoute! J'ai eu envie de faire cet épisode suite à une séquence d'exercices que j'ai faite avec Anna. Si vous avez écouté la première séquence des épisodes Face à vos pensées, vous les connaissez déjà, ces exercices où je fais travailler la flexibilité cognitive à partir d'un dessin. On va chercher plusieurs sens et aussi les réflexes face au contenu en ligne. Bon, si vous n'avez pas encore écouté ces épisodes, ils sont là, vous pouvez encore le faire. Alors malheureusement, je peux pas publier tout l'épisode avec Anna parce qu'on a fait l'enregistrement dans un café un peu trop bruyant, mais j'ai envie au moins de vous partager l'extrait qui va suivre que j'ai personnellement trouvé super intéressant et je vous explique pourquoi juste après. Si tu veux bien, on va faire un petit exercice de créativité. C'est pour ça que je t'ai donné une petite feuille. Tu peux prendre le stylo que tu veux. Ok. Et je vais te demander de faire n'importe quel dessin, une forme aléatoire, ce que tu as envie. Voilà. Trop mignon. C'est la deuxième fois qu'on fait ça. Anna m'a fait un cœur. Je vais me le prendre personnellement. Qu'est-ce que tu vois là de premier abord? Alors du coup, donc j'ai dessiné un cœur. Tu as dessiné un cœur. Et donc là, l'idée, ça va être d'essayer de voir dans ce dessin peut-être d'autres choses. En retournant la feuille, en regardant les choses de manière différente, de décentrer par rapport à cette première interprétation, voir si on peut en trouver d'autres. Ouais. Bah alors, du coup, là je vois, par exemple, là on peut voir un papillon. Ouais, ok. Et je trouve que cet exercice est marrant dans le sens où on voit aussi ce qu'on a envie de voir. Exactement. Moi je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle Le chemin des papillons. Ah. Donc évidemment que j'ai cherché le papillon. Eh oui. Alors ici, Anna, elle fait ce que j'essaye d'amener avec ces exercices, elle fait de la métacognition. C'est-à-dire qu'elle analyse ses propres pensées et elle se rend compte qu'elle cherche dans son dessin ce qu'elle a déjà en tête. Dans son livre Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée, Kahneman explique ce qu'est la mémoire associative. En gros, la partie rapide et automatique de nos pensées, qu'il appelle le système 1, essaye de donner du sens rapidement à ce que nous voyons. Elle va construire constamment une interprétation cohérente de ce qui se passe en permanence dans notre monde, dit Kahneman. Et pour faire ça, sans perdre trop d'énergie et de temps, le cerveau il se base sur les informations qu'il a sous la main. Et ça peut conduire au biais cognitif que Kahneman et Tversky appellent le biais de disponibilité. En gros, on va raisonner en fonction de ce qu'on va rapidement trouver comme information dans notre cerveau, sauf que ces informations, c'est pas forcément celles qui sont le plus pertinentes. On va aller chercher des exemples dans ce qu'on a vécu, entendu, vu, pour vérifier si une hypothèse est correcte. Kahneman explique que notre système 1, celui qui traite vite et automatiquement les infos, contrairement au système 2, qui prend plus son temps et analyse, va utiliser ce qu'il appelle covera. Donc ce sont des initiales pour dire ce qu'on voit et rien d'autre. En gros, il considère ce qu'il a en stock ou ce qu'il a facilement sous les yeux et il va rester aveugle à tout le reste. Bon, dans le cas d'Anna, c'est pas très grave puisqu'elle cherche des interprétations dans un dessin, donc l'impact n'est pas très grand. Surtout parce qu'en plus, elle est consciente qu'elle cherche ces interprétations, donc elle reste en contrôle. Sauf que ces biais et ces mécanismes arrivent souvent de façon spontanée, automatique, et donc malgré nous, sans même qu'on s'en rende compte. Et c'est là que ça peut devenir dangereux, parce qu'on peut arriver à des conclusions complètement erronées, prendre des décisions complètement irrationnelles, basées sur les infos qu'on avait en tête, alors qu'on n'avait pas forcément les bonnes ou qu'il nous manquait d'autres informations essentielles. Par exemple, si on me demande si la médecine moderne est digne de confiance, et que le premier exemple qui me vient en tête, c'est un cas de scandale de l'usage d'un médicament dangereux, je vais répondre non, elle n'est pas digne de confiance et elle est même dangereuse, sans évaluer dans leur ensemble les résultats très positifs de la médecine. Parce qu'un seul exemple, bien évidemment, n'est pas représentatif de tous les cas qu'on peut avoir. Donc, notre cerveau y croit ce qu'il voit malgré nous. Et ça, à l'ère des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle,
où il y a beaucoup d'images et de vidéos qui sont détournées, sorties de leur contexte ou carrément générées de zéro, ça peut devenir plutôt problématique. Parce que qu'on le veuille ou non, si on n'est pas un peu sensibilisé à ces questions, une fois qu'on a vu quelque chose, on considère que c'est la réalité. Donc ça illustre aussi l'impact énorme qu'ont les médias et les réseaux sociaux qui nous mettent des sujets en tête et on ignore bien d'autres. Parce que ça va être ces sujets-là qui vont être plus présents dans nos prises de décision et actions du quotidien. Surtout parce que les réseaux sociaux vont créer des bulles de filtre et nous radicaliser dans ce qu'on pense déjà en nous alimentant uniquement de contenus qui vont dans le sens de ce qui nous plaît et nous confirme dans notre vision du monde. J'aimerais aussi mentionner l'effet de primauté. La première information qu'on va entendre sur un sujet va nous marquer durablement, même si elle est contredite par la suite, et même si elle est fausse carrément. Cet extrait d'Anna, qui choisit ce qu'elle veut bien voir dans son dessin, m'a aussi fait penser à ce que le sociologue Gérald Bronner appelle la contamination du croire par le désir. Je le laisse lui-même expliquer de quoi il s'agit. Mais on a des arguments beaucoup plus solides sur la question de la contamination du croire par le désir, et il en faut parce que ça ne va pas forcément de soi. Les philosophes analytiques se sont penchés, ils ont écrit des milliers de pages sur ce paradoxe. Est-ce qu'il est possible de croire par décision ? Parce que supposer que notre désir contamine notre croire, c'est un peu l'idée qu'on peut croire par intérêt. Est-ce que je peux décider de croire ? C'est pas évident parce que quand je décide de croire, ça veut dire que je ne crois pas. Je suis dans un état non A et je pourrais décider d'être dans un état A. Mais je sais bien que je décide de croire. Donc, quelle est la sincérité de ma croyance et quel est le crédit que je vais accorder à ma croyance dans ce cas de figure ? C'est un nœud gordien que je ne vais pas couper ici, je ne suis pas Alexandre. Mais en revanche, c'est quelque chose qui a intéressé beaucoup les philosophes analytiques. Je leur laisse cette passionnante question pour dire tout simplement que ce problème, en tout cas, il est expérimentalement avéré. Et par exemple, dans cette expérimentation, vous avez les références Dunning et Balcetis. Alors, qu'est-ce que c'est que cette expérimentation ? Regardons ensemble. Vous voyez, ça peut être un B ou un 13. D'accord ? Il y a une ambiguïté dans ce symbole, dans ce dessin. Et il faut savoir qu'on montre ce B ou ce 13 à deux groupes séparés et pendant 400 millisecondes. C'est pas très long, donc ils l'aperçoivent et ensuite il faut qu'ils l'interprètent. Mais avant qu'ils l'interprètent, on a associé le B, par exemple pour le premier groupe, à quelque chose d'agréable, comme boire un jus de fruits frais par exemple, et au contraire le 13 à quelque chose de désagréable. Pour le premier groupe, on a fait ça. Et pour le deuxième groupe, on a fait l'inverse. Peut-être sans surprise, les premiers voient un B, tandis que les deuxièmes voient un 13. C'est-à-dire que l'association à une information négative, en cas d'ambiguïté d'un symbole, va vous faire pencher vers quelque chose de désirable et fuir quelque chose qui est indésirable. Un autre exemple, peut-être plus probant, dans des conditions écologiques cette fois. Ça se passe autour d'une machine à café, dans une entreprise. Vous voyez, ça c'est Deutsch, c'est une enquête dans des conditions donc écologiques. Qu'est-ce qui se passe ? On prend deux complices de l'expérimentation et on leur fait répandre dans l'entreprise la rumeur selon laquelle le café est cancérigène. Ce qui n'est pas du tout avéré en l'occurrence. Mais ils prétendent que ça y est, la science l'a montré, etc. Et ils le font pendant 6 semaines. Et puis ensuite, l'idée c'est de savoir s'il y a des gens qui ont cru à cette rumeur ou des gens qui n'ont pas cru à cette rumeur et surtout quelles sont leurs caractéristiques. Alors normalement, si vous n'étiez pas si nombreux, je jouerais à ce jeu en vous demandant, à votre avis, il y a 2 groupes en fait qui se dégagent. Il y a un groupe qui est prêt à croire la rumeur et un autre groupe qui ne veut pas croire la rumeur. Et je pourrais vous demander, quelle est la caractéristique à votre avis de ces groupes ? Est-ce que c'est homme-femme ? Est-ce que c'est des questions c'est les cadres versus les employés, je ne sais pas, etc. En fait, pas du tout. Le paramètre qui est le plus discriminant sur cette question, c'est la consommation de café. Et il y en avait plein qui avaient trouvé. Et oui, les gros consommateurs de café, à votre avis, sont prêts à croire ou pas à croire ? Non, ils n'y croient pas du tout. Dans 90% des cas, en fait, ceux qui boivent une tasse de café
Alors attendez, je lis les résultats. Les gros consommateurs, en fait, qui boivent 3 tasses de café par jour, doutent significativement de cette information. 30% déclarent croire en la dangerosité du café contre 90% des autres, ceux qui en boivent 1 ou moins par jour, déclarent croire. Donc vous voyez comment notre intérêt peut subrepticement contaminer notre croire. C'est si je bois beaucoup de café, j'ai pas intérêt à ce que l'information, le café est cancérigène, soit vraie. Si j'en bois pas beaucoup, pourquoi ne pas croire puisqu'on me dit que la science l'a montré, etc., etc. Vous voyez ? Ça, c'est un autre élément expérimental qui montre la possibilité, l'évidence de la contamination du croire par le désir. Donc vous voyez comment l'innocent papillon qu'Anna voit dans son dessin, parce qu'elle a en tête son livre, peut rapidement devenir quelque chose de plus problématique si on choisit de voir ce qui nous arrange dans l'actualité ou encore dans une situation de notre vie et de rejeter tout ce qui ne nous convient pas. Plus globalement, ça illustre notre tendance à éviter la dissonance cognitive, qui est cette tension désagréable qu'on ressent quand notre système de pensée, de croyances, d'opinion se confronte à des contradictions. Par exemple, si je vais voir une actualité qui est en contradiction avec ma vision du monde, je vais tout faire de manière automatique pour l'interpréter d'une manière qui ne va pas contredire ma vision du monde. Donc en gros, on va essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés pour ne pas avoir à se remettre en question, pour éviter d'avoir à adapter son regard et tout simplement pour éviter un effort trop coûteux pour notre cerveau qui va préférer traiter le plus rapidement possible cette information. Et puis parfois, on a carrément toute notre identité qui est basée sur une vision du monde, donc c'est dangereux, on se sent vraiment en danger si on essaye de modifier cette perception des choses. Bon, sauf que vous l'avez compris, si on se laisse entraîner par ces réflexes automatiques, on n'exerce pas du tout notre esprit critique. Bah oui, parce que faire preuve d'esprit critique, ça peut faire un peu mal au début, être un peu inconfortable, jusqu'à ce qu'on comprenne en fait comment on fonctionne en tant qu'être humain. Quand on comprend que les cerveaux de tout le monde font ça, et que c'est juste nécessaire en fait pour qu'on puisse bien fonctionner au quotidien, parce qu'on a juste plein d'infos à traiter tout le temps, donc on aurait une surcharge cognitive énorme si on avait à analyser toutes les informations en permanence. Une fois qu'on a compris ça, on apprend à accepter de tomber dans des pièges. L'important, c'est juste de le réaliser, de le reconnaître. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote personnelle récente qui m'a fait un peu honte au début, mais après je me suis dit non, en fait je suis juste humaine. Donc j'habite depuis un moment en face d'une église. Et dans la même rue, un peu plus loin, il y a aussi un temple protestant. Donc cette église qui est juste en face, elle a des pratiques que moi personnellement je n'avais jamais vues dans d'autres églises catholiques. Et par une magie automatique de mon cerveau, je sais pas, j'ai dû faire une association, je sais pas trop ce qui s'est passé, j'ai interprété qu'il s'agissait aussi d'un temple protestant, comme celui qui est un peu plus loin dans la rue, mais sans me baser sur aucun fait concret. Et le pire, c'est que j'en ai parlé à plusieurs personnes de ce fameux temple protestant en face de chez moi. J'ai donc propagé moi-même une mini fake news jusqu'à un jour, récemment, me rendre compte en ouvrant Google Maps qu'en fait, il s'agit d'une église catholique. Oh, la honte, moi qui fais un podcast sur l'esprit critique et je propage des fake news. Non, en fait, notre cerveau, il nous fait tout le temps ça, il nous fait tomber dans des pièges de ce type. Donc l'idée, c'est juste de prendre l'habitude de questionner pourquoi on pense comme on pense, sur quoi est-ce qu'on se base. Et ça tombe bien, c'est ce que j'essaye de vous proposer dans ce podcast. J'aimerais aussi souligner les opportunités de manipulation que créent ces automatismes de nos cerveaux, et vous parler notamment de l'effet de cadrage décrit par Kahneman aussi. Il nous explique qu'une même information, présentée différemment, va être traitée complètement différemment par notre cerveau, comme s'il s'agissait complètement d'une autre information. Bon, ici, plusieurs expériences qui illustrent ça, je vais vous en expliquer une que personnellement je trouve très parlante. Donc on présente un nouveau traitement pour un cancer du poumon à des médecins. Il y a un groupe auquel on dit la chose suivante, que le taux de survie de ce traitement au bout d'un mois est de 90%. Et il y a un autre groupe auquel on dit il y a un taux de mortalité de 10% le premier mois quand on utilise ce même traitement. Donc là, je vous propose d'évaluer vous-même comment vous réagissez à chacune de ces deux affirmations. Je vous les répète, il y en a une qui est le taux de survie à un mois est de 90%, et l'autre, il y a un taux de mortalité de 10% le premier mois. Bon, peut-être que vous vous rendez compte maintenant que ça veut dire exactement la même chose. Dans les deux cas, au bout d'un mois de traitement, on a 90% des personnes qui survivent et 10% qui meurent.
Mais dans un cas, on met l'accent sur le taux de survie et dans l'autre sur le taux de mortalité. Ça va vraiment être ça qui va faire la différence, ces mots-là, survie, mortalité. Quand on met l'accent sur le taux de survie, peut-être qu'on réalise pas bien qu'en fait ça veut dire que le reste des personnes, du pourcentage, donc les 10% qui restent, elles vont mourir. 90% de survie, ça a l'air d'être un bon chiffre, ça a l'air d'être positif. Alors que quand on dit 10% de personnes qui meurent, ça a l'air énorme. Donc même des médecins sont tombés dans le panneau et ont pris des décisions très différentes selon la formulation. Donc ceux à qui on avait dit qu'il y avait 10% de mortalité ont beaucoup moins voulu de ce traitement, alors que ceux à qui on avait dit qu'il y avait 90% de survie l'ont beaucoup plus adopté. Encore une fois, on parle du même traitement avec les mêmes taux de survie et de mortalité. Bon, pour résumer, notre cerveau procède à des raccourcis pour raisonner plus vite, ce qui fonctionne en général très bien, mais une fois qu'on doit pousser un peu plus l'analyse, là ça marche pas forcément très bien. Donc ces raccourcis, ils peuvent nous faire tomber dans des pièges et nous faire prendre des décisions totalement irrationnelles. Et malheureusement, certains n'hésitent pas à utiliser ça pour nous influencer, pour jouer avec nos perceptions, pour tout un tas d'objectifs. Ça peut être nous vendre quelque chose, ça peut être nous persuader de voter de telle ou telle façon, etc. Aujourd'hui, on a même des États qui investissent dans des programmes d'influence sur les réseaux sociaux pour pousser leurs intérêts. Ce que je vous propose, c'est de prendre tout ce qu'on vient de voir et de l'emmener à la pratique. Donc, cette semaine, vous pouvez vous fixer des moments d'analyse, par exemple 30 minutes, où vous faites attention à ce que vous dites et pensez de manière automatique et vous cherchez surtout à creuser pourquoi, ce qu'il y a derrière. Par exemple, moi j'aurais pu faire ça avec mon histoire d'église catholique, temple protestant. J'aurais pu me dire, mais alors, pourquoi en fait je pense que c'est un temple protestant ? Et vous notez les fois où vous n'arrivez pas totalement à comprendre sur quoi se base votre opinion. Et vous observez ce que vous ressentez en vous en rendant compte. En vous rendant compte que cette pensée qui avait l'air pourtant évidente ne repose pas forcément sur un fait ou sur une information fiable. Vous pouvez aussi prendre n'importe quel article d'actualité ou contenu en ligne et chercher les effets de cadrage. Ces formulations qui, tournées d'une autre façon, seraient sans doute comprises et interprétées complètement différemment par la partie automatique de notre système de pensée. Donc là, vous pouvez vous amuser à prendre une formulation et à la changer pour voir si ça change quelque chose à votre perception de l'information. Vous pouvez, comme dans l'exemple de tout à l'heure des médecins, prendre une statistique et la tourner dans l'autre sens. Ou alors, vous pouvez prendre une phrase et changer l'ordre des mots. Et là encore, demandez-vous pourquoi cette formulation a été choisie. Là, le pourquoi, c'est vraiment le grand mot. Pour résumer cet épisode et de manière générale l'esprit critique, essayez de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font, pourquoi nous-mêmes on pense comme on pense. Donc dans quel but la personne qui est à l'origine du contenu a choisi cette formulation ? Est-ce qu'elle a cherché à vous influencer ? Est-ce qu'elle le fait intentionnellement selon vous ou pas ? Ou est-ce qu'elle est tout simplement victime elle-même de ses propres biais ? Ou voilà, elle a choisi une formulation au hasard. Il peut y avoir plein de raisons. Et de toute manière, on va pas être dans la tête de la personne qui a écrit le contenu. Mais on peut essayer de contextualiser, de voir quelle est la ligne éditoriale peut-être du média, si c'est un média, ou quelles sont les habitudes de la personne qui publie tel contenu. Est-ce que c'est dans ses habitudes d'utiliser ce type de formulation, de jouer avec les émotions par exemple, etc. Donc voilà, on essaye en tout cas d'interpréter quelle est l'intention derrière, de garder en tête cette question. Bon, j'essaye pas de vous rendre parano, bien évidemment, on n'a pas besoin de se poser ces questions en permanence, sinon on serait super fatigué. Mais par contre, on en a totalement besoin quand on a certains contenus qui vont avoir un impact sur ce qu'on pense, sur notre comportement avec les autres, sur nos achats ou encore sur nos votes. En gros, mon conseil, c'est déjà d'accepter une certaine humilité. Comprendre qu'on peut faire des erreurs, même quand on est sûr de quelque chose, et que ça arrive à tout le monde. En gros, qu'on n'est pas infaillible, même sur des sujets qu'on connaît super bien, notamment du fait des biais que j'ai mentionnés dans cet épisode. Rappelez-vous ces médecins qui ont pris des décisions irrationnelles sur le choix d'un traitement à cause de l'effet de cadrage, de la manière dont on leur a présenté la situation. Pas parce qu'ils n'avaient pas les compétences ou les connaissances nécessaires pour prendre la bonne décision, mais parce qu'ils se sont laissés piéger par leur système 1, par cette partie automatique de leur cerveau qui fait des raccourcis pour aller plus vite dans le traitement des infos. Bon là c'est des médecins, mais ça pourrait être n'importe qui. Dans le même livre de Kahneman, il y a des exemples aussi avec les juges. Bon, c'est absolument n'importe qui en fait, parce que, encore une fois, ce sont des choses qui arrivent à tous les êtres humains. Même quand on essaye d'y échapper, ça arrive automatiquement. Et la seule manière
de reprendre un peu de contrôle, c'est d'en prendre conscience et d'analyser un peu plus justement sur quoi on base nos décisions. Donc voilà, prendre conscience de ça, c'est déjà un grand pas. C'est prendre un peu de distance par rapport à ses propres certitudes, accepter de les questionner quand c'est nécessaire, quand on voit qu'elles ne sont pas forcément en adéquation avec la réalité. Et voilà, c'était le premier épisode de ce type, j'espère qu'il vous a plu, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour que j'adapte si besoin le prochain. Merci beaucoup. Qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Je suis très intéressée d'avoir vos avis en commentaire, et s'il vous a semblé utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lui donner 5 étoiles sur les plateformes d'écoute pour que d'autres puissent la trouver facilement et en profiter également. Vous contribuez de cette manière, vous aussi, à l'activation de nos esprits critiques, alors merci pour votre aide. N'oubliez pas de télécharger, si vous le souhaitez, les fiches récap en description de cet épisode. À bientôt! Critique et persiste, mais